Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue sur BNews One, c'est le tam-tam du continent. L'émission, c'est la tribune du continent. La première livraison de ce mois, après quelques semaines donc de vacances, nous sommes de retour pour aborder avec vous les questions de l'actualité africaine. C'est donc le magazine hebdomadaire d'information et d'analyse de l'actualité africaine tel que vécu par la rédaction de BNews One avec l'appui de ses experts et autres chroniqueurs. Nous sommes donc en plateau ce soir et ce soir nous allons marquer deux arrêts majeurs dans deux capitales africaines, notamment en Afrique centrale. Dans un premier temps, ce sera donc au Tchad pour parler de la transition politique en cours depuis le décès du maréchal Idriss Déby Itno, et ce sera pour comprendre d'une part la sortie du président du Conseil militaire de transition Mahamat Déby qui s'est donc déplacé cette semaine pour Niamey au Niger. C'était la première sortie hors de son pays depuis qu'il assure donc le Conseil national de transition qui devra donc au bout de 18 mois remettre le pouvoir aux civils. Tout se passe donc dans les bonnes conditions. Mais il faut dire que sa sortie elle-même arrive au lendemain de la descente à Yaoundé de son émissaire, non moins directeur adjoint du cabinet civil de la présidence, Abdelkerim Idriss Déby Itno, était donc à Yaoundé pour rencontrer Paul Biya. Descente chez les voisins, d'un côté à Niamey, d'un côté à Yaoundé, et que ce que les leaders de la transition au Tchad sont en train de rechercher, l'adoubement des pairs ou tout simplement renforcement des liens de bon voisinage. Le deuxième arrêt, ce sera en République centrafricaine pour évoquer la situation là-bas avec cette passe d'armes, puisque cette semaine, il y a donc eu l'interpellation de ce supposé mercenaire, en croix dont les observateurs de la scène internationale. Il est porteur d'une grosse cache d'armes. De ce côté-là, on se pose également la question de savoir pourquoi la République centrafricaine étant convoitée par les puissances étrangères. Ce seront donc les deux thèmes majeurs qui vont fédérer cette édition, la toute première livraison de ce mois de mai. Et pour en parler avec nous en plateau, ils sont donc là, le panel véritablement constitué, 12 experts des questions internationales, relations internationales, avec observation tournée sur le continent africain. Nous accueillons pour la première fois sur ce plateau dans les studios de BNews One, Crispo Eyango, il est expert en contentieux international. Monsieur, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Constant et Collet, c'est toute une première pour nous d'être à BNews. Et pour la première édition, BNews a dorénavant, n'est-ce pas, son émission qui fait un regard rétrospectif sur le continent africain. Et nous pensons modestement que nous allons apporter une grille d'analyse et de compréhension même de l'actualité qui sied à l'Afrique. Et voilà, c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Je voulais également profiter pour dire bonsoir à vos milliers de téléspectateurs qui nous font ainsi l'économie ce soir de nous regarder en espérant qu'ils ne seront pas déçus de la qualité des échanges qui sera bien évidemment déployée sur ce plateau. Et pour terminer, enfin, saluer tous mes co-panélistes. Je vais penser comme ça au Dr Zobo avec qui on a partagé quelques productions scientifiques. Monsieur Mandin avec qui je me suis croisé en certains temps à des commémorations des martyrs africains, et bien sûr Monsieur Mbok avec qui je découvre sur ce plateau aujourd'hui. Merci bien. Bien, le plateau, vous êtes donc servi, vous avez pratiquement planté tout le décor, ils sont là. Dr Zobo est juste en face de vous, vous avez dit avoir partagé avec lui beaucoup de productions scientifiques. Bienvenue, docteur. Merci et bonsoir à vous, Vincent. Bonsoir à tous les copanélistes. Le prénom c'est Constant et Collet. Constant et Collet, oui. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être là et je pense pouvoir être à la hauteur des attentes. Il faut dire que vous êtes docteur en droit international et en même moment, vous êtes doctorant en relations internationales. Effectivement, je suis docteur en droit international et à l'Université de Yaoundé 2 et doctorant en relations internationales à l'Institut des relations internationales du Cameroun. C'est-à-dire lyrique. C'est-à-dire lyrique. Très bien. Je crois pouvoir être à la hauteur des attentes. Merci. Nous allons essayer autant que faire se peut apporter donc un peu de lumière sur la lanterne, donc éclairer un peu la mémoire de ces nombreux Africains qui voudraient bien savoir pourquoi le Tchad aujourd'hui se retrouve dans cette situation, pourquoi le président du Conseil de transition va dans un premier temps à Niamey au Niger, pourquoi il envoie son émissaire, au moins directeur adjoint du cabinet civil de la présidence à Yaoundé,
Henri Diabaté Mandin est un habitué de ces studios. En d'autres circonstances, nous sommes rencontrés. Mais cette fois-ci, on est dans un domaine dans lequel vous avez beaucoup de regards, beaucoup de connaissances. Il faut dire que vous êtes journaliste, historien et consultant en même temps. Merci mon cher Constant Écollet. C'est vrai que tu mets beaucoup de confiture sur la tartine. Ça me plaît. Je ne peux pas faire la fine bouche. Mais je voulais saluer mes copanélistes. Vous avez parlé de mon frère, Crispo et Yango, mais mon autre frère que je découvre avec beaucoup de Dr Zobo. Et tout à l'heure, l'autre que je vous laisse le soin de le présenter. Mais je voudrais saluer, je l'ai dit d'entrée, toute l'Afrique indépendante, toute l'Afrique combattante. Je suis disponible à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, l'intérêt de l'Afrique, le sort de l'Afrique est lié. Je crois que c'est le seul moyen. Les autres contrôlent tous les mouvements de la communication, c'est leur voix qu'on entend. Mais cette fois-ci, avec BNews One, la tribune du continent, ouvre de nouveaux horizons sur la parole en Afrique. C'est vrai que c'est dans un contexte difficile pour nous les journalistes. Je sais que tu vas en parler parce que ce sont nos compagnons de route. Moi particulièrement, j'ai côtoyé Louis-Roger Nouadhieu. J'ai crapahuté dans toute l'Afrique avec lui. Malheureusement, il est parti, on sera enterré à Bayangam, dans son village. Justement, il faut dire qu'il a été inhumé cet après-midi à Bayangam, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Avec lui, Roger Nouadhieu, nous avons cheminé depuis Canal 2 Inter, Canal 2 d'abord, et puis Canal 2 International. Le journal La Vitrine, c'était un excellent confrère, un peu notre aîné de quelques années seulement, puisqu'il faut dire qu'il est décédé dans la cinquantaine. C'était au lendemain même de son anniversaire, et célébré quelques 3 mois en avance. Et puis il a été fauché par la maladie. C'est la même chose également pour Robert Charles Itok, toujours l'un de nos compagnons de route. Avec lui, nous avons commencé la télévision en 2006 et lui aussi est parti cette semaine. Je voudrais ici également saluer la mémoire de Vivian Nana, réalisateur dans l'âme, celui-là même qui nous a accompagnés dans nos premiers pas, toujours à la chaîne verte, on dit Canal 2 International. Donc c'est le monde de la presse qui est ainsi touché. Ils étaient tous dans la cinquantaine. Lui, Roger Nouadhieu, lui, il avait déjà débordé la cinquantaine. Nous sommes en route pour la cinquantaine puisque nous venons de déborder quelques 40 ans déjà. Donc c'est dit que nous avons vu pas mal de choses dans ce métier et c'est un peu le cœur lourd que nous venons ce soir. Mais ses confrères ont toujours dit il faut rester debout, servir et encore jusqu'à ce que vienne le moment où la plume tombe tout simplement. Lui, il est également expert en communication. C'est Vincent de Bienbock. Bienvenue sur le plateau. Merci Constant Écollet. Bonsoir. On a l'habitude de partager des plateaux ici à BNews One. Tout à fait. Mais aujourd'hui c'est une première parce qu'il ne s'agit pas de faire le commentaire de l'actualité sur le plan national. Il s'agit d'étendre nos compétences sur le plan international, sur le continent africain. Et on sait, et Dieu seul aussi sait combien l'Afrique a besoin aujourd'hui que des intellectuels s'y penchent, réfléchissent, essayent d'apporter des analyses. Et pourquoi pas envisager des perspectives pour des jours à venir, surtout qu'on voit de part et d'autre dans le continent un ensemble d'événements qui nous amènent à revoir notre façon de penser et peut-être envisager l'avenir de chacun de nos pays. Donc je dis merci pour ce plateau parce qu'il va nous permettre de réfléchir, de proposer des solutions et pourquoi pas de partager, de participer comme ça aux débats qui peuvent reconstruire notre pays. Je vais dire bonsoir à Crispo et Yango qui est juste à côté de moi. C'est un plaisir de se retrouver avec des experts parce que chaque fois qu'on va partager un plateau avec des gens qui ont de la matière à donner, on va apprendre quelque chose. Bonsoir à Henri Diabaté que j'écoute beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, on aura le temps d'échanger en face. Et au docteur Éric Zobo, qui sûrement se retrouve dans son assiette dans les relations internationales. Voilà, dans les relations internationales. Très bien. Et comme on l'a dit, la Tribune du continent, c'est donc cette émission. Vous aurez désormais à la vivre tous les samedis
espace 21h, 22h30 sur B-News One, c'est le tam-tam du continent. Il faut dire que cette émission, c'est d'abord deux thématiques majeures, entrecoupées donc de quelques rubriques non moins importantes. Dans un premier temps, vous aurez l'écho des communautés, puisqu'il faut dire que au Cameroun, il y a plusieurs communautés qui se côtoient au quotidien, qu'elles soient africaines, asiatiques, américaines ou tout simplement européennes. Nous prendrons de temps en temps leurs échos que nous aurons dans le cadre de cette émission. Nous aurons également l'actualité des chancelleries. Et puis, pour finir, nous aurons donc Innove Africa. C'est cet espace qui sera donc dédié à la découverte, mais surtout à la promotion de ces Camerounais et de ces Africains et qui innovent et qui montrent que l'Afrique, ce n'est pas que la misère. Et nous allons donc prendre la première halte de cette émission, le plateau, nous allons, avec la réalisation, aller donc au Tchad, puisque on l'a dit, la première thématique de cette émission, comprendre le Tchad, la transition politique, avec ces sorties constatées cette semaine. D'un côté, l'envoyé spécial du président de transition, le président du conseil militaire, Mahamat Idriss Déby Itno, par le biais de son directeur de cabinet adjoint, Abdelkrim. On y arrive, Idriss Déby Itno, qui a donc effectué il y a quelques jours seulement le déplacement de Yaoundé, le voisin du Tchad. Et puis le président de transition lui-même a été cette semaine dehors. Pour la première fois, il est allé hors de N'Djamena. Il s'est donc rendu à Niamey au Niger. Et il a dit à la presse tout simplement qu'il était venu non seulement pour remercier le président nigérien. On va revenir tout à l'heure après donc cet élément que nous propose Donald Anouzoa pour essayer de comprendre ce qui motive les sorties des uns et des autres sur le terrain. L'élite de la transition militaire au Tchad n'a pas attendu de longs mois après les obsèques de feu maréchal Idriss Déby Itno pour engager une intense campagne diplomatique auprès de certaines chancelleries africaines. Le 10 mai 2021, Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu au Niger où il s'est entretenu avec le président Mohamed Bazoum. Selon les informations puisées à bonne source, le président du conseil militaire de transition et le chef de l'État nigérien ont fait le point sur la situation sécuritaire au Tchad et le long de la frontière avec le Niger, région par laquelle étaient descendues les colonnes de rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. La deuxième raison de cette visite de travail, c'est que le président nigérien a été désigné par le G5 Sahel comme facilitateur entre les autorités de la transition et les rebelles du FACT que les forces armées tchadiennes disent avoir totalement défait. Le président du conseil de transition militaire s'est ensuite rendu au Nigeria le 14 mai dernier où il a été reçu par le président Muhammadu Buhari. Au-delà de l'évocation des relations amicales et fraternelles qui existaient entre le président Buhari et Idriss Déby père, les deux hommes d'État ont également abordé les questions sécuritaires portant respect des engagements des deux parties au sein de la force multinationale mixte chargée de combattre la menace djihadiste sur le pourtour du lac Tchad. Lors de cette rencontre, le président Muhammadu Buhari a offert son aide pour conduire le Tchad vers une transition fluide dans 18 mois comme promis par le conseil militaire de transition. L'offensive diplomatique du Tchad auprès des présidents influents du continent avait véritablement commencé au début du mois de mai avec la tournée africaine de Abdelkerim Idriss Déby, l'envoyé spécial et directeur de cabinet adjoint du président du conseil militaire de transition qui est passé au Rwanda, en République démocratique du Congo, au Nigeria et au Tchad, a fait savoir qu'il est en tournée au fin d'expliquer aux chefs d'État contactés le processus en cours au Tchad pour une transition apaisée qui pourrait aboutir à des élections libres, transparentes et démocratiques. C'était donc Donald Anouzoa qui nous a donc brossé un peu dans cette mouture la descente sur le terrain du président du conseil militaire de transition au Tchad. La transition devrait donc tenir sur 18 mois. Au bout de ces 18 mois, le pouvoir devrait donc normalement revenir aux civils. La question qu'on se pose ce soir, il y a quelques jours ou alors quelques semaines, Idriss Déby Itno, considéré comme le bouclier même, comme le gardien de la bande sahélo-sahélienne tombait. Le pouvoir est revenu aux militaires. En face ici, on a les descendants Idriss Déby Itno, ces derniers un peu critiqués de l'intérieur par les Tchadiens qui refusent donc de faire face à une dynastie et du coup, c'est des sorties sur le terrain. Acte 1,
le Cameroun, Abdelkerim Idriss Déby Itno, est venu à la rencontre de Paul Biya. Le président de transition militaire lui-même est sorti également cette semaine, s'est rendu, on vient de le suivre dans ce reportage que nous a proposé Donald Anouzoa, il s'est rendu au Niger, et puis quelque temps aussi il est allé à la frontière avec le Burkina. Là-bas il y a un gros contingent des forces tchadiennes qui travaillent donc dans la zone sahélo-sahélienne. Mais il faut dire la question que les uns et les autres se posent. Il y a la Mauritanie, il y a le Niger, il y a le Nigeria, mais surtout il y a le Cameroun. Renforcement des liens de bon voisinage, ou tout simplement la quête de l'adoubement des pères africains. Parce que comme on le dit de façon triviale, l'Afrique, c'est ses présidents, mais c'est aussi le syndicat des présidents africains. Il faut être reconnu par eux pour véritablement s'asseoir sur son trône. Henri Diabaté. Mais véritablement, vous savez, il est tradition dans toutes les parties de l'Afrique, pas seulement l'Afrique centrale, lorsqu'un chef d'État, la tradition voulait que lorsqu'un chef d'État arrivait au pouvoir au Nigeria, sa première visite c'était au Cameroun. C'est ça la tradition. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir, le grand voisin... C'est parce que les deux pays jouent un rôle très fort dans leurs zones respectives et le Nigeria considère le Cameroun comme un allié de taille dans la résolution d'un certain nombre de choses, de conflits. Donc, généralement, le Cameroun n'est pas en Afrique de l'Ouest, mais le Cameroun est un pays, un partenaire majeur pour le Nigeria. Idem pour le Tchad. Donc, on ne doit pas s'étonner du fait qu'un émissaire de haut rang tchadien débarque au Cameroun pour rencontrer le président Biya au moment où il y a une situation de conflit. Tout simplement parce que il faut expliquer au chef de l'État camerounais un certain nombre de situations. Vous savez, les deux pays sont très liés, ils appartiennent à la CEMAC. Ensuite, lorsque ça brûle au Tchad, généralement, c'est le Cameroun, ça se passe, les populations, la migration de population vers la partie septentrionale voilà. du Cameroun. Donc, c'est clair que ces 50 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu un conflit, les Tchadiens venaient au Cameroun. Donc, c'est fort de cette relation séculaire d'amitié que les Tchadiens sont conscients de ce qui se passe chez eux a une répercussion au Cameroun. Alors, il faut qu'ils viennent expliquer au président Biya ce qui se passe, quelle est la nature, la tournure des choses. Ce sont des usages diplomatiques et le président du Conseil militaire de transition le sait très bien. Il est, vous savez, il était dans l'engrenage politique déjà, il a été mis le pied à l'étrier par son père. C'est vrai qu'il était beaucoup plus sur les fronts de guerre, mais sur le plan politique, il a pris le temps de se faire les dents et de comprendre un certain nombre de situations. Donc, ne soyons pas étonnés. S'il est allé au Nigeria, vous savez, le Nigeria, dans le G5 Sahel, avec la mort de la disparition du président Déby, c'est le Nigeria aujourd'hui qui est le véritable, la plus grosse armée, c'est-à-dire la pierre angulaire du G5 Sahel. Et maintenant, vous savez, ce qui se passe, c'est que le Tchad veut donner les garanties, veut donner les assurances que la disparition du maréchal Idriss Déby ne va pas empêcher le Tchad de continuer sa mission d'être le bouclier de la paix dans le désert. Donc du coup, il donne un certain nombre d'assurances aux forces. Vous savez, sur le plan politique, il y a des équilibres même en relations internationales. Donc, il donne des gages en disant « je suis prêt, je suis disposé ». Il leur explique la situation, ce qui s'est passé au Tchad et ce que lui, il compte faire à travers le Conseil militaire de transition. Donc, je crois, somme toute, c'est expliquer un peu ce qui se passe, qui va se passer dans les prochains jours. Donc, pour que les voisins soient au courant, mais c'est pas adoubement, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'adoubement c'est de ce côté. Surtout que c'est vrai qu'on aurait pu le penser qu'il va chercher l'adoubement parce qu'au niveau de l'Union africaine, il y a une sorte de gêne. Tout à fait. Il y a une sorte de crispation qu'on rencontre. Il y a des chefs d'État qui parlent ouvertement. Ils disent il faut qu'on revienne rapidement au civil, qu'on remette le pouvoir aux civils. Or, on va en parler plus tard. Le Tchad a ses
à ces réalités. À ces réalités. À ces réalités. Et maintenant... Et il faut dire, parlant justement de ces réalités, le Tchad, depuis son indépendance, c'est une succession de coups de force. C'est une succession de coups d'armes avec l'arrivée au pouvoir de ce qu'on appellerait des hommes en treillis qui, quelque part, peuvent quand même enlever le treillis pour aborder l'étoffe civile. Ça a été un peu le cas avec Idriss Déby Itno, mais malheureusement, il n'a jamais quitté le treillis, puisqu'on se rappelle, il est mort au front, d'après les informations qui sont données. Et il faut dire que quand il sort, il y a quelques jours encore, pour se retrouver à Niamey, les premiers propos de Mahamat Idriss Déby Itno, qui est donc le président du Conseil militaire de transition à la presse, c'est « Nous sommes aussi venus rendre visite au contingent tchadien de la force G5 Sahel et lui présenter nos condoléances suite à la mort du président Idriss Déby Itno, chef suprême des armées. » Mais avant, c'était qu'il est venu ici tout simplement pour dire sa reconnaissance et affirmer son amitié, surtout saluer le président Bazoum pour tout le soutien depuis la mort du président Idriss Déby Itno. Ici, on a la reconnaissance de celui-là même qui peut être considéré comme, peut-être on peut dire, le paravent ou alors le pare-balles pour empêcher une certaine rébellion d'avancer de partir peut-être du Niger vers le Tchad. C'est ce que fait, on peut écouter ici à travers ces propos du président du Conseil de transition militaire, Dr Zobor. Alors, moi je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que l'analyse qu'on peut faire de la tournée africaine du gouvernement de transition, je préfère le dire ici parce que le directeur de cabinet intervient là pour le compte du gouvernement de transition, pourrait être analysé sur deux angles. Un premier angle juridique et un second angle diplomatique. Alors, sur le plan juridique, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance d'État et de gouvernement. C'est un principe. Alors, quand un gouvernement existe, ou alors est installé dans un pays, dans un État, il faudrait qu'il se fasse reconnaître par les autres États. Parce que je dois le dire en passant, le gouvernement est un élément indispensable de l'État. Sur le plan sociologique, on sait que l'État, c'est le territoire, la population et le gouvernement, et sont des éléments cumulatifs. De telle manière que si un seul de ces éléments manque, qu'on ne puisse plus parler d'État. Alors, sur le plan juridique, donc, la tournée africaine du gouvernement Déby nouveau est là pour dire aux autres, attention, l'État tchadien n'est pas mort. Tout à fait. L'État est là, puisqu'il y a un gouvernement. Et n'oubliez pas les conditions dans lesquelles ce nouveau gouvernement arrive au pouvoir. Et vous connaissez bien les analyses qui ont été faites sur le sujet. Certains ont estimé qu'il y a eu coup d'État constitutionnel. Alors le gouvernement est là pour dire, attention, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Nous sommes un État. L'État est là. L'État n'est pas mort. Donc il faut d'abord rassurer les autres États pour leur dire attention. Ce que nous faisons. Nous sommes un État. Et ce qu'on faisait avec les autres hier, vous pouvez. Il y aura continuité. Il y aura continuité. Ça c'est un premier élément sur le plan juridique. Maintenant sur le plan diplomatique, il faut dire. Alors, le Tchad a des partenaires bilatéraux, multilatéraux. C'est un message pour dire attention, ce qui a été fait par les prédécesseurs ne sera pas rompu. Il y aura continuité. On va continuer avec nos relations bilatérales sur le plan africain, avec nos relations multilatérales sur le plan africain. Donc, n'ayez point crainte. Deuxième aspect sur le plan diplomatique. C'est aussi une façon pour le nouveau gouvernement tchadien de tisser de nouveaux liens diplomatiques pour dire attention. Nous sommes en État, nous sommes debout. On veut attirer de plus en plus d'investisseurs. Le troisième aspect, le nouveau gouvernement tchadien veut chercher de nouveaux partenaires géopolitiques. Vous savez, en géopolitique, on dit les alliances sont des multiplicateurs de force. Il faut chercher des alliances pour que ce nouveau gouvernement qui est là, dans des circonstances particulières, soit extrêmement fort. Pour que ce gouvernement qui est donc là, bien qu'il soit arrivé dans des circonstances particulières, soit véritablement fort. Et pour être fort, aujourd'hui, le Tchad sait qu'il doit s'appuyer d'abord sur le plan sécuritaire, sur ses alliés. Il faut dire que le Tchad est d'ailleurs l'un des gros contributeurs dans la pacification de la zone, ou alors la sécurisation de la zone sahélienne,
avec un contingent de pratiquement 1000 hommes de ce côté donc et qui bagarre aujourd'hui et est à cheval entre le Niger et le Tchad. Mais il faut également dire que aller là-bas, c'est aussi rencontrer quelque peu. Vous vous souvenez, au sortir donc des obsèques d'Idriss Déby Itno, les présidents nigériens et mauritaniens ont été désignés comme ceux-là même devant assurer la transition, aider donc la transition tchadienne à aboutir au bout des prochains 18 mois. Comment lire donc cette sortie aujourd'hui, Monsieur Crispo Yango? Merci Constant de me passer la parole. Tout en faisant mien des développements du Dr Zobo, je vais plutôt faire une autre lecture assez transversale pour dire que à côté, n'est-ce pas, de cette reconnaissance juridique et bien évidemment du déploiement politique, cela intervient dans un contexte assez terrible, c'est-à-dire le renversement d'un ordre constitutionnel par un autre militaire. Pour faire simple, c'est un coup d'État. C'est ce qu'on reconnaît, n'est-ce pas, dans le langage des relations internationales. Voyez-vous, à partir du moment où l'ordre constitutionnel a été mis au banc pour un ordre militaire, il est important à ce que cet ordre nouveau mis sur pied soit légitimé, n'est-ce pas, d'abord dans la sous-région, parce que c'est le premier carré sur lequel les nouvelles autorités doivent s'appuyer. Mais bien au-delà également de cela, il faut reconnaître qu'au-delà du fait que l'usage et la pratique diplomatique voudraient que les nouvelles autorités puissent aller vers les autres États pour leur faire comprendre la nécessité, la crise déjà tchadienne, il faut aussi reconnaître que dans cet usage diplomatique sur lequel je vais beaucoup m'appesantir, le fils Déby vient pour chercher une sorte de légitimité. Vous voyez, quand on a un régime poussif, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait le légitimer d'une manière ou d'une autre. Et venir voir le président camerounais comme le président nigérien ou bien le président nigérian, c'est reconnaître déjà le fait que ces derniers ont de la ressource, ont bien évidemment de l'expérience, et je peux peut-être m'attarder sur le président camerounais qui, ma foi, a vu tant de putsch passer au niveau du Tchad et qui connaît bien la géopolitique du Tchad. Donc, c'est un homme qui vient auprès d'un sage pour s'abreuver de connaissances, mais aussi pour rassurer davantage que les engagements pris par le défunt seront tenus coûte que vaille. Mais je vais aussi m'attarder un tout petit peu sur la personne même, la qualité de l'envoyé spécial. Voyez-vous, Monsieur Abdelkerim, c'est le frère de l'autre. J'aurais souhaité que dans le langage diplomatique, que ce soit peut-être le ministre des Affaires étrangères, nouvellement nommé, qui vienne. Mais Mahamat Déby a choisi encore un autre Déby. Mais est-ce que, en regardant juste les débits et autres là, on sait quand même qu'il y a un gouvernement qui a été mis en place. Ici, est-ce que ce n'est pas un peu trop osé que de s'attarder sur les débits? Là, il y a quelqu'un qui est le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence. Ça veut dire que c'est l'un des proches collaborateurs, l'un des interlocuteurs les plus valables du gouvernement tchadien aujourd'hui. Quand c'est lui qui sort, est-ce que ce n'est pas une façon de faire dire au président de transition que c'est moi-même qui suis allé quand même à la rencontre de l'autre et ne pas s'attarder simplement sur les questions des nominations familiales? Alors, je vais vous dire que ce n'est pas anodin. On est dans une transition qui va intervenir dans 18 mois. Donc la fin est annoncée pour 18 mois. On ne sait pas encore ce que nous réserve l'endemain. Mais je puis vous rassurer qu'après Déby, ce sera Déby. Parce que, comprenez, et je pense qu'on reviendra peut-être dans 18 mois ici, et je vais vous demander de faire passer la bande. Voyez-vous, au Tchad aujourd'hui, il y a pratiquement des enjeux géostratégiques, tant sur le plan interne que sur le plan international. Commençons d'abord par le plan interne. Sur le plan interne, on se rend compte qu'il y a un embourgeoisement du système Déby finissant, et il faut forcément encadrer cela, il faut pérenniser le système. Alors, qui de mieux pour pouvoir
assurer la continuité, comme le disait le docteur Zobo, mais c'est Déby qui a fait l'unanimité. Déby au Conseil militaire de transition. Déby qui vient au Cameroun pour Déby. La transition, elle va se jouer sur Déby. Mais est-ce qu'on tourne facilement la page? Parce qu'il faut dire quand même que même si aujourd'hui, il était donné à une autre personne d'être là, est-ce que assurer la transition ne reviendrait pas? On est quand même en Afrique centrale. Le Cameroun, c'est le géant de l'Afrique centrale. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas la même superficie que le Tchad, mais toujours est-il que le Cameroun aujourd'hui est ce pays avec lequel le Tchad devrait compter automatiquement. Sur le plan de la communication, on se dit quand même que ça, c'est des signaux forts que les uns et les autres voudraient envoyer en venant donc s'appuyer sur ce qu'on peut considérer comme peut-être la base arrière, mais aussi la base arrière du Tchad. Monsieur Vincent de Bienbock. Non, dire que ce sont les signaux forts, comme pour dire qu'il y a un message sous-jacent, je n'adhère pas à cette conception des choses. Mais au moins, je pense que le président Paul Biya aujourd'hui, dans la sous-région Afrique centrale. Je laisse la sous-région Afrique centrale pour parler déjà du continent, du bassin du lac Tchad. Parce que quand vous regardez les pays qui ont été explorés jusqu'ici par les leaders tchadiens, ce sont tous les pays du bassin du lac Tchad. Oui, que ce soit le Nigeria, le Cameroun et dans des prochains jours, la République centrafricaine. Vous comprenez que c'est une question de sécurité. La priorité ici est la sécurisation, c'est la stabilisation de la zone. Du Tchad. Donc, il fallait s'appuyer sur des hommes qui ont entretenu des relations pendant beaucoup d'années, qui ont des antécédents diplomatiques avec Déby père, des relations que Déby fils maîtrise bien. Le président a dit, le pied lui a été mis à l'étrier par le père. Voilà. Et le président du Cameroun. Donc je ne pense pas que ce soit parce que... non, ce sont des questions de sécurité. Et le Tchad a choisi une démarche qui quitte du centre vers les périphéries. Donc on va quitter du bassin du lac Tchad pour aller vers les autres pays d'Afrique. Surtout que la contestation est ailleurs. Ce sont des pays de l'Afrique australe. C'est le Ghana qui a commencé par dire que le Tchad, que ce qui se vit au Tchad actuellement, c'est un coup d'État. Il faut dire que le Ghana, pour préciser, le Ghana n'est pas en Afrique australe, le Ghana est en Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique de l'Ouest anglophone. Bon, de toutes les façons, le Ghana et certains pays d'Afrique australe aussi ont demandé que le Tchad soit sanctionné par l'Union africaine parce qu'il y a selon eux, il y aurait un coup d'État au Tchad. Donc, il faut dire que pour qu'aujourd'hui le Tchad puisse véritablement parler avec force, il faudrait que le Tchad s'appuie sur certains alliés et qui mieux que les pays du bassin du lac Tchad. Bien, vous avez parlé c'était d'ailleurs la question qui devait suivre. Aujourd'hui, il y a cette sortie. Dans un premier temps, il y a le Cameroun, le voisin de toujours, le partenaire bilatéral de tous les temps. On sait que sur le plan peut-être de la coopération économique, le Cameroun, c'est ce pays-là qui aide quand même le Tchad, que ce soit dans le cadre de la circulation ou alors du transport de ses marchandises à partir de son port, le trafic pétrolier ou alors la conduction à travers son oléoduc qui va donc de Doba au Tchad et vers Kribi. Mais il y a également cette question qui revient au-delà donc de cette consultation qui se fait au Tchad, au Cameroun, au Niger, peut-être à Brazzaville, au Congo. De là est parti Abdelkarim avant d'arriver à Yaoundé. Il y a également le Nigeria, il y a la Mauritanie aujourd'hui. On se pose la question de savoir, et l'Union africaine dans tout ça. Il y a quand même eu au lendemain du décès d'Idriss Déby Itno, cette mission de l'Union africaine qui est arrivée à N'Djamena. Aujourd'hui, on est toujours en train d'attendre. Quel est le discours, quelle devrait être la position aujourd'hui de l'Union africaine pour mener à bien cette transition au Tchad, Henri Diabaté?
Permettez-moi de revenir sur quelque chose avant de répondre à votre question rapidement en une minute. Il faut comprendre mon frère Crespo Iango qui se plaignait, qui disait pourquoi ce directeur de cabinet adjoint, cabinet qui vient voir le président Paul Biya tout de même, compte tenu de la nature du Cameroun, il fallait quand même que le président Déby mette un peu de beurre sous les épinards en disant, en amenant peut-être le ministre des Affaires étrangères. Sauf que dans le gouvernement de transition, c'est un gouvernement de compromis. Tout à fait. Où on a intégré des personnalités de la société civile que le président ne contrôle pas, qui ne sont pas entièrement acquis. Parce que dans ce gouvernement, il y a des gens qui appartiennent à des courants politiques que le président ne contrôle pas. Je prends par exemple l'exemple de l'opposant historique Saleh Kedzabo, qui n'est pas au gouvernement, mais qui a 2 ministres dans le gouvernement. Il y a également M. Masra, oui, Masra, Masra qui a refusé de faire partie de cette Il y a une dame qui était candidate à l'élection présidentielle, Madame Bessemda, je crois, Bessemda, oui. qui est là, qui est ministre de la Justice. Donc, quelque part, le président, le patron du Conseil militaire de transition a envoyé son bras droit, l'homme à qui il a le plus confiance dans le gouvernement, vers le président Biya Sene Fort, pour lui dire, je t'envoie quelqu'un, l'homme qui vient vers toi, il a toute ma confiance. Donc c'est clair. Donc il ne l'a pas fait au hasard, c'est un signe fort. Il ne pouvait pas envoyer Saleh Kedzabo, par exemple. Ce serait un autre discours devant le président. Parce que même s'il est devenu un peu doux comme un agneau, il faut toujours s'en méfier. Voilà. Son discours ne change pas tout de même. Donc je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est que, qui va répondre directement à votre question, les pouvoirs militaires, surtout lorsqu'ils mettent long, partent difficilement du pouvoir. Ils le confisquent, comme en Égypte. Les frères, les officiers libres, depuis 52, les officiers libres sont là. Ils ont beau changer, ils reviennent toujours d'une certaine manière. Le courant. Moubarak, vous allez voir, tous ceux qui sont là, El Tantawi, Sisi, sont des officiers libres, font partie du mouvement des officiers libres. Je prends le cas de l'Algérie. Ce sont c'est vrai, on nous dit c'est le FLN qui contrôle, mais en fait, c'est l'armée du FLN. Puisque à la mort de Abbassi Madan, en 57, l'armée a repris le pouvoir, l'armée a pris le contrôle du mouvement politique du FLN et s'est imposée sur la scène. Donc, jusqu'en 2021, c'est l'armée qui contrôle. L'armée met des civils, mais en fait, c'est l'armée qui tire les marrons du feu. J'ai vu un documentaire dernièrement où on parlait du général Lamari, l'homme qui avait formé les NS Ouandié dans le maquis. Personne n'avait jamais vu son visage. Mais c'est lui qui détenait les manettes de ces 20 dernières années. Comme on dit, c'était lui la tête pensante. C'était lui la tête pensante. Et avant lui, c'était Khaled Nezar. Donc, c'est l'armée qui contrôlait. Donc, et c'est difficile dans un cadre comme celui du Tchad. Tu as parlé tout à l'heure d'embourgeoisement. Il est difficile lorsque l'armée contrôle le pouvoir qu'elle le lâche. Donc, l'armée va continuer d'exercer le pouvoir. Il est sûr qu'après Déby, peut-être, ça ne peut pas être son fils, peut-être, mais toujours est-il que il y aura quelqu'un qui a eu quand même des acquaintances avec si vous regardez la scène politique au Tchad, même le parti que Idriss Déby a créé, le MPS. Le MPS se plaint parce qu'on les a mis de côté. Parce que le MPS n'est pas cette machine politique, cette machine de guerre qui peut participer. C'est-à-dire que Déby, le maréchal Déby, en fait, ne comptait pas sur le MPS. Le MPS, c'était l'habillage politique qu'il fallait donner à l'affaire. Mais en fait, c'est un carteron de militaires qui contrôlait le pouvoir. Et ce carteron de militaire, c'est lui qui fait l'ossature du CMT. Ce sont eux qui contrôlent le pouvoir. Je les vois mal en train de... Il y a eu quelques personnes qui sont un peu... qui ont mis un peu de côté le pouvoir je les vois mal avec des bobos. Lâcher le pouvoir dans 18 mois. Ils peuvent mettre un civil si le Déby, Déby-fils, président du Conseil, si Déby-fils ne troque pas son treillis pour un complet veston en disant je démissionne de l'armée, il peut démissionner de l'armée, mais il va rester un militaire dans l'âme. C'est-à-dire c'est lui qui de temps en temps il va aller au front aussi. Bon, maintenant s'il dit je me mets en retrait, je vais mettre un civil, c'est lui qui continuera, c'est l'armée qui continuera d'exercer le pouvoir, c'est-à-dire cette faction de l'armée qui est contrôlée, parce que c'est pas toute l'armée, c'est une faction de l'armée qui détient le pouvoir, qui contrôle le pouvoir. Et maintenant, au niveau de l'Union africaine,
quand il va, il lance, parce que toute cette visite, sa diplomatie de présence en Afrique centrale, auprès du président Biya, auprès du président Bouhari, auprès du président du Niger, président mauritanien et bientôt les autres visites, cette diplomatie de présence qui veut marquer la présence, la continuité de l'État tchadien, en fait, il vient dire à ses homologues, c'est un problème de sécurité. C'est un problème de sécurité. Parce que puisque rien de bon ne peut se faire dans l'insécurité, il faut commencer par sécuriser avant de placer Nous, on apporte la garantie de la stabilité au Tchad, et le Tchad va continuer son action sécuritaire. Nous serons le bras séculier dans la lutte contre le terrorisme. Et vous savez, le bassin du lac Tchad, il y a beaucoup de barbouzes qui grenouillent dans la zone, et du coup, le Tchad réaffirme sa disponibilité, va voir ses alliés, comme le docteur Zoro l'a dit, va voir ses alliés en disant, voilà, nous sommes prêts, on vous donne des gages de ce que on est prêt à stabiliser toute la zone. Sauf que l'Union africaine a un code de conduite sur le plan politique. L'Union africaine vous dit, lorsqu'il y a un processus démocratique, si vous mettez ce processus démocratique derrière, ben, nous on vous frappe. On vous met en situation. Est-ce que les sanctions africaines, on se pose toujours la question de savoir, Dr Zobo, quand l'Union africaine arrive au Tchad, on se serait quand même attendu à ce que cette même Union africaine peut-être désigne un civil, parce qu'il y a quand même eu aujourd'hui. Mais la question que je voudrais poser ici est celle de savoir combien de temps l'Union africaine se donne-t-elle souvent pour ramener le pouvoir aux civils dans les États? L'Union africaine a-t-elle aussi tellement de force pour pouvoir véritablement intervenir dans les affaires internes d'un pays? Alors, merci pour cette question, mon très cher Constant. Mais en réalité, votre question, c'est pas ça. Votre question, c'est la question de coup d'État. Est-ce qu'il y a eu coup d'État au Tchad? Alors, mon frère, mon ami, Crispo l'a dit, il y a eu coup d'État constitutionnel. D'entrée de jeu, je vous dis, il n'y a pas eu coup d'État. Souvenez-vous, la transition se passe dans des circonstances assez particulières. Il y a d'un côté une armée républicaine et de l'autre côté des rebelles. Les rebelles qui veulent déstabiliser l'État, autant pour moi, les institutions étatiques et les forces républicaines qui s'y opposent. Dans cet imbroglio, le président meurt. Ça fait quoi? Ça fait que la vacance de poste, la vacance présidentielle, n'intervient pas dans des circonstances normales. Et il y a quelque chose que vous devez savoir. Il y a ce qu'on appelle le constitutionnalisme de crise. En période de crise, il est admis par toutes les consciences qu'on prenne la conscience, qu'on la mette de côté, pour que ceux-là qui sont garants de la sécurité de l'État assurent d'abord la sécurité de l'État avant de voir si après on peut remettre le pouvoir au civil. Et pour le comprendre, il faut revisiter l'histoire politique du Tchad. Depuis Tombal Baye. Et les jonchés de coup d'État, tout ça. Tombal Baye, Félix Maloum, Hissène Habré, Déby. C'est des coups d'État. Et à chaque fois, voilà, c'est des et à chaque fois, c'est des gouvernements de transition. Et on n'est jamais gouvernements de transition qui sont gérés par des militaires. Et on n'est jamais sorti du pouvoir des casernes. Donc il faut, si on veut faire une analyse froide de cette histoire, tchadienne, vraiment, il faut revisiter l'histoire politique de ce pays. Est-ce une façon de dire, d'afficher le pessimisme quant à ce qu'il n'y aura pas de pouvoir? Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu coup d'État. On est dans le droit constitutionnel et ça, c'est le constitutionnalisme de crise. En période de crise, on prend la... Et toutes les constitutions au monde le prévoient. Pourquoi on va parler de l'état d'urgence et de l'état d'exception au Cameroun? C'est une façon de vous dire, dans ces circonstances, les civils ne peuvent pas gérer. Quel est le civil qui va donner l'ordre aux militaires dans une circonstance de crise? Aucun civil. Et d'ailleurs, si vous revisitez l'histoire du Tchad, vous voyez bien que le président de l'Assemblée nationale vous a dit vraiment, dans ces circonstances, je ne peux pas. Je ne peux pas. Allez-y. Donc vraiment, l'Union africaine, bon, quelle est la force, la puissance de l'Union africaine? N'oubliez pas, l'Union africaine est une institution nationale.
ou alors une somme d'État, de gouvernement. Alors, ce n'est pas une entité physique. L'Union africaine agit par le biais des personnes physiques. Ça veut dire fondamentalement l'Union africaine, pour moi, est mornée. Vous semblez avoir un avis contraire, Olivier Baté? Non, au contraire. Moi, l'Union africaine, depuis que... L'Union africaine n'a aucune force. Au moment où j'ai vu l'Union africaine fanfaronner à la mort de Kadhafi, j'ai compris. C'est-à-dire, elle a assisté impuissante à la mise à mort du colonel Kadhafi. Je pense que la seule opposition en Afrique, c'était les journalistes. Seuls les journalistes osaient parler. Les hommes politiques, tous, avaient baissé la tête devant Barack Obama, Sarkozy, James Cameron, Angela Merkel. Mais la vengeance divine, un jour. Je pense que le président Sarkozy en sait déjà quelque chose. De l'absence de coup d'État, vous pensez que le président Paul Biya peut adresser un message de condoléances à un putschiste? Mais attendez, est-ce qu'aujourd'hui, en regardant un peu, le président Paul Biya fait quand même, je voudrais prendre sur les propos du docteur Zobo, aujourd'hui le président Paul Biya fait quand même office de patriarche. Et nous ne sait, est-ce que son message, le seul message qu'il peut avoir, n'est pas tout simplement le message de paix et de consolidation de l'unité nationale dans ce pays-là? On sait quand même que la paix au Tchad, c'est quelque chose de bien pour son pays, Vincent de Bien. Oui. Le président Paul Biya, lorsque... Un doyen ne parle pas comme ça. Lorsque le Tchad, qui est son voisin le plus proche, est un partenaire de choix... dans le cadre de la sécurisation de la zone. Dans le cadre de la sécurisation de la zone, on se rappelle bien que lorsque Boko Haram faisait éruption forte sur le territoire camerounais, c'est le Tchad, avec le président le feu Déby Itno, qui a prêté main forte au Cameroun pour un peu éradiquer, pour ne pas dire ralentir la pénétration. Il y a eu on peut dire une tripartite, le Nigeria, le Cameroun et puis le Tchad, pour donc sécuriser la longue frontière entre les trois pays. Il y a eu une tripartite, mais véritablement, nous savons que le déploiement de plus de 5000 hommes de l'armée tchadienne, et on connaît combien cette armée peut être loyale et compétitive, a été d'une force majeure pour arriver au résultat qu'on a pu observer après. Donc, le président Paul Biya, lorsqu'il passe adresser son message de condoléances au président de la commission militaire de transition, c'est dire qu'il s'appuie quand même sur les éléments juridiques, comme dirait le docteur Zobo tout à l'heure. Il ne va pas se lever comme ça pour parler, tout en pensant, un tant soit peu, que ça puisse être un coup d'État. Il ne s'agit pas d'un coup d'État. Et je voulais dire quelque chose tout à l'heure, pour revenir un peu compléter ce que disait le docteur Zobo, sur ce qui constitue même l'État. Parce que le docteur Zobo parlait tout à l'heure des éléments matériel, le territoire, le gouvernement, la population, mais il y a aussi des éléments juridiques, comme le monopole de la contrainte organisée, comme la personnalité juridique internationale. Donc si aujourd'hui le Tchad se lance dans, je ne veux pas dire le périple africain, le Tchad s'en va rencontrer, le gouvernement tchadien va rencontrer les homologues africains, c'est d'autant mieux pour consolider cette personnalité juridique internationale. C'est pour dire que nous sommes légalement constitués pour poursuivre une mission. Et je vous ai tout à l'heure interpellé pour dire, regardez bien les pays vers lesquels le gouvernement s'en va. Ce sont des pays qui ont des antécédents avec le gouvernement tchadien. Nous sommes dans une perspective de continuité. Cette perspective de continuité, c'est dire qu'aujourd'hui, le Tchad avait entrepris un ensemble de coopération, de relations de coopération avec le Niger, avec le Cameroun, avec le Nigeria, avec la République centrafricaine, et que ces relations doivent se poursuivre, surtout qu'aujourd'hui, et plus que jamais, le Tchad a besoin
de ses alliés. Hier, chacun de ces pays avait besoin de cette république, et cette république a prêté main forte. Et aujourd'hui, c'est le Tchad qui a besoin de ses alliés et attend bien qu'il y ait un retour de l'ascenseur. Au retour de l'ascenseur, et vous disiez tantôt que Paul Biya est donc cette personnalité aujourd'hui incontournable. Il fait quand même office d'un sage africain aujourd'hui. Venir s'abreuver à sa source, n'est-il pas une façon pour le Conseil militaire de transition au Tchad d'afficher déjà sa bonne foi, de pouvoir un jour revenir au civil? Quand on vient s'abreuver sur un patriarche comme celui-là, c'est très certainement qu'on a besoin de sagesse pour mieux tenir en cette période et ne pas s'éterniser au pouvoir. Est-ce que le message ne pouvait pas être celui de peut-être leur donner un peu des rudiments nécessaires qui puissent vraiment les sortir rapidement de cette situation qui n'est pas, d'après les opposants tchadiens, du tout enviable? Bien évidemment, avant de revenir à votre question, je voudrais faire un petit clin d'œil à M. Diabaté et M. Mbok pour leur faire comprendre justement que l'atteinte de l'objectif sécuritaire ne peut pas occulter le fait d'un autre objectif caché. C'est-à-dire, il faudrait... Les deux ne sont pas incompatibles et vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, par rapport à la question, n'est-ce pas, de Dr Zobo a évoqué, n'est-ce pas, le constitutionnalisme de crise. Moi, je voudrais un tout petit peu revenir sur cela pour vous dire que la légalité d'exception telle que prévue dans notre constitution, l'article 9, ne veut pas pour autant dire forcément qu'il faudrait écarter la constitution. C'est juste une légalité qui voudrait que, à un certain moment, elle n'est pas le temps vraiment. Je ne peux pas penser que on peut opter pour ce cas-là parce que justement, nous en tant qu'Africains, on est trop imaginatifs. Si on se dit que c'est une première jurisprudence à parler d'un constitutionnel de crise, mais il y a plein de pays africains qui vont se dire pourquoi ne pas passer par là pour pouvoir légitimer, n'est-ce pas, justement un système. Mais maintenant, voyez-vous, ça prête à confusion. Et je vous dis sincèrement, on est trop imaginatif chez nous en Afrique. Il faudrait sincèrement se dire à un certain moment, bon, je vois de toute évidence que l'armée doit intervenir. Mais l'armée pouvait le faire dans un contexte constitutionnel qui, ma foi, n'enlevait en rien le fait que il fallait... Déjà même, je vais revenir. Vous dites qu'on est en crise. Le président est décédé, oui. Mais alors, quelles sont les circonstances dans lesquelles il est décédé? Par qui il a été tué? Voyez-vous, c'est encore un flou total. Ah, vous le savez? Non, je dis c'est un flou total. Si vous le savez, dites-le nous. Si on peut dire que des rebelles ont été défaits par rapport à l'élément qu'on a vu tout à l'heure, vous allez me dire que, en fait, il faut donc faire la lumière sur ce décès pour effectivement se dire... On a une version officielle jusqu'ici. Bon, ben, si vous pensez toujours que les versions officielles... C'est elle qui fait foi. Si vous pensez il y a une version officielle qui fait foi, et on s'en tient à celle-là tout simplement. Quand on fait de la science, il faut aller au-delà de l'officiel. Bon, il faut convoquer des éléments qui, ma foi, peuvent rester cachés. Alors, pour revenir peut-être à la question du président Biya, de toute évidence, je pense que les relations bilatérales entre le Tchad et le Cameroun sont au beau fixe. Et je pense qu'il était de bon ton que la première sortie se fasse à Yaoundé. Pas forcément, pas forcément. La grande inquiétude, bon, pas la grande inquiétude, c'est plutôt le constat de ce que le pan diplomatique a une fois encore été confié à quelqu'un de confiance, justement, comme disait M. Diabaté, mais tout en optant les objectifs sécuritaires, il y a aussi les objectifs de pérenniser un système. Et c'est ce que je voudrais donc faire, que les deux objectifs ne sont pas incompatibles. Très bien, merci. Nous allons juste un mot, puisque nous allons passer au rideau de notre émission. Oui, pour dire à Crispo et Yango que s'il faut utiliser les arguments scientifiques pour remettre en cause la version officielle des faits que nous avons eu jusqu'ici, il faut bien se munir des outils scientifiques
On ne va pas tout simplement se fier au ragot pour dire que, bon voilà, la version officielle peut être remise en question. Non, il est scientifique, il faut bien qu'il reste objectif et qu'il se détache. Et surtout qu'il se détache de la étude. D'accord. Je vais me en 30 secondes pour expliquer un peu la réaction du président Biya par rapport, c'est-à-dire qu'il envoie un témoignage de condoléances et tout, à celui qu'on considère comme un officier putschiste. Bon, c'est un peu, il y a eu ça par le passé, mais c'était à Idjo, le président Idjo, qui l'avait eu par 2 fois. Lorsque Marien Ngouabi... On est là dans un rappel historique. Oui, lorsque le commandant Marien Ngouabi meurt, l'armée nous dit il a été assassiné par des gens, mais on n'a aucune lumière, on fait aucune lumière sur l'affaire. Ça heurte le président Idjo qui considère que c'est un coup d'État. C'est vrai que ses relations étaient très difficiles avec Marien Ngouabi au départ. C'est vrai que par la suite, ils ont pu se rabibocher. Mais le président Idjo comprend que Joachim Yombi Opango, qui est le patron de la junte militaire, présente des garanties pour la stabilité à un moment où des éléments marxistes sont capables de déstabiliser toute l'Afrique, le Congo, et partant déstabiliser l'Afrique centrale, compte tenu des liens tenus qui entre le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale. Donc, fondamentalement, à Idjo, le président Idjo envoie un émissaire pour rencontrer le colonel Joachim Yombi Opango. Il lui dit, voilà, j'ai pris acte de ce qui s'est passé. Donc, fondamentalement, c'est ça. Et la deuxième fois, c'est en 79. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'en parlant de Joachim Yombi Opango, on est là au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. Donc, et la deuxième fois, c'est lorsque un jeune colonel, Obiangema Bazogo, prend le pouvoir en 79, au même Aïdjo lui la horreur de Guinée équatoriale. Voilà. Donc, tout de suite, il envoie son premier ministre, Paul Biya, aller à Malabo pour s'enquérir de la situation. Mais il comprend que Macias était devenu ingérable. Et ça devint un motif d'instabilité pour la zone. Donc, nécessairement, chaque pays a ses équilibres. Chaque pays a ses équilibres. Il faut le comprendre. Il a compris que le nouvel équilibre apportait, le jeune homme qui arrivait, apportait un nouvel équilibre pour la situation en Centrafrique et partant pour la situation dans la sous-région. Il y a une sorte de stabilité et il s'est dit, avec lui, on peut créer quelque chose. Donc, fondamentalement, je pense que le président Biya s'est dit, la jeune militaire qui arrive, parce que je l'appelle la jeune militaire qui est là, nous présente des gages de stabilité à un moment décisif de l'histoire. Parce qu'il faut comprendre qu'au nord du Tchad, tout le Tchad est parcouru par les bruits de bottes. En Libye, au Soudan, en Centrafrique, et puis un peu Boko Haram dans le bassin. Et puis donc vous comprenez que à ce moment décisif de l'histoire, il faut que le Tchad soit calme. Peut-être on peut mettre en parenthèse la vie politique pour quelque temps, le temps que les choses se stabilisent, mais il faut faire très attention, il faut faire tout pour que le Tchad ne dérape pas dans l'insécurité. C'est la tribune du continent, espace 21h, 22h30, c'est tous les samedis sur BNews One, le tam-tam du continent. Il faut dire que dans le cadre de cette édition, il y a 2 thématiques majeures qui sont au devant de la scène. D'abord, la situation transitoire au Tchad avec ce conseil militaire de transition qui est donc là assuré la transition politique qui devrait aboutir au bout des 18 prochains mois à la remise du pouvoir aux civils, si tout se passe dans les meilleures conditions. L'évocation est faite ici pour rappeler que la première sortie du président du Conseil militaire de transition, c'était donc cette semaine, à Niamey, après donc la sortie d'un de ses émissaires à Yaoundé, chez le président Paul Biya, Mahamat Idriss Déby Itno, lui s'est rendu à Niamey au Niger, également au Nigeria, question de renforcer donc la coopération avec les pays voisins et chercher aussi à rappeler aux uns et aux autres que vous avez été hier avec nous. Il y a certes que votre collaborateur ou alors votre congénère est parti aujourd'hui, mais le Tchad est toujours là, a besoin de vous pour se stabiliser. Vous êtes sur le tam-tam continent et nous allons donc continuer la deuxième thématique, non sans rappeler que nous avons en plateau Crispo Yango, qui est expert en contentieux international, Vincent Debiembo, qui est expert en communication, Monsieur Zobo Andelman Eric, qui est docteur en droit international, doctorant en relations internationales, et bien entendu, Monsieur Henri Diabaté Manden, qui est journaliste, historien et tout simplement consultant. La deuxième une de cette émission, c'est la République centrafricaine. De ce côté-là, on se pose la question de savoir pourquoi il y a
tant de problèmes avec les armes de ce côté-là. La République centrafricaine, pourquoi elle est si convoitée par les puissances internationales? Hier, c'était la France. Aujourd'hui, on parle des États-Unis, de la Russie et de la Chine. La raison d'évoquer, c'est que cette semaine, ce pays a vu arriver au devant de la scène, et tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux, ces mercenaires français qui a été interpellé par les forces centrafricaines, détenteurs donc, ou alors détenteurs d'une véritable cache d'armes, des armes de guerre, sinon de déstabilisation future de la République centrafricaine. C'est un reportage que nous ouvre Laetitia de Bilan. Depuis quelques jours, son image fait le tour des réseaux sociaux. Lui, c'est Juan Rémy Guignolo, un ressortissant français, arrêté ce 10 mai 2021 à Bangui, la capitale centrafricaine. Guignolo serait depuis quelques mois soupçonné et suivi par l'unité spéciale de l'Office central pour la répression du banditisme en Centrafrique. La perquisition de son domicile lundi dernier a permis de saisir un important arsenal d'armes et de munitions de guerre. Et effectivement, vous savez que quand en état d'urgence, la police, que ce soit la gendarmerie, n'a pas besoin d'avoir un mandat de perquisition pour opérer. C'est ainsi que nous avons donné notre aval, et toujours est-il que nous avons descendu avec la police à son domicile et nous avons perquisitionné son domicile, et vous avez, comme vous le constatez, vous avez vu tous ces effets militaires qui se trouvent devant vous. Vous avez les tenues, vous avez les armes de guerre, vous avez les munitions de guerre, vous avez des outils informatiques, vous avez un plan de la ville de Bangui. D'après les informations que nous avons reçues, puisque pour l'instant nous sommes en train de mener des investigations. Le procureur souligne également que des enquêtes sont en cours, tout en respectant les droits du Français. Mais pour lui, il est plus qu'évident que Juan Rémy Guignolo soit impliqué dans des actions qui vont à l'encontre de la Centrafrique. Ce monsieur est arrivé à Bangui depuis 2013. C'est un militaire qui est un militaire français qui serait à la retraite, et il faisait partie du groupe de René Tho. En 2013, c'était lui qui était chargé de former les Séléka au camp de Roux. Et il se dit consultant. Ensuite, il dit qu'il est de la presse, mais d'après tout ce que nous avons reçu chez lui, on n'a reçu que des effets militaires, et nous n'avons même pas reçu, même pas un petit nagra, et y compris même des micros. Vous-même, vous avez devant vous tous les effets qu'on a pu récupérer à son domicile, et nous avons demandé à l'OCRB, qui est chargé qui a fait cette opération, que nous tenons d'abord à les féliciter et à les saluer de leur courage, de tout ce qu'ils ont fait, mais de monter la procédure. En plus de l'arrestation de Juan Rémy Guignolo, il y a aussi celle du ministre du Tourisme, Dieudonné Domaté, qui a été interpellé à Buka. Pour l'instant, les deux personnalités sont auditionnées afin de mettre en lumière leur implication ou non dans la crise sécuritaire qui a secoué la Centrafrique. Et parlant toujours de la République centrafricaine, il faut dire que cette semaine, dans la capitale économique camerounaise, on a un peu évoqué avec cette MINUSCA, donc qui a reçu un important matériel. Et au devant de la scène, c'est le ministre camerounais de la Défense qui était donc là à réceptionner avec l'armée tous ces armes-là qui devraient donc servir également à la stabilisation, à l'accompagnement du contingent camerounais en République centrafricaine. Nous voyons également ça dans ce reportage que nous présente ici Jules Dimité et Donald Anouzoa. Le matériel constitué de 78 conteneurs, 46 véhicules, dont 9 blindés et 43 remorques, est destiné au contingent camerounais déployé au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique. Le ministre de la Défense, qui a réceptionné ces équipements, va ressortir les contours du partenariat entre le gouvernement et le groupement français OMP Solutions. 46 véhicules, dont 9 blindés, Passion et 43 remorques. Et 14 remorques qui se trouvent déjà à Yaoundé. 5 conteneurs de matériel ainsi que 5 remorques destinés à l'instruction et déjà livrés au centre de formation et déploiement de Motseboum
département du Oignon, région de l'Est. Cet arsenal n'est qu'une partie du matériel d'une commande globale d'une centaine de conteneurs et d'autres équipements militaires. La logistique est choisie sur la base des critères préalablement définis par les Nations Unies et reste dans le cas du Cameroun subordonné au suivi technique du fournisseur. 3 critères que nous retenons: être conforme au cahier de charges de l'ONU, être expérimenté en opération et être neuf au moment de la livraison. Pendant 5 ans, nous avons un contrat avec le Cameroun pour accompagner, apporter les pièces détachées, inspecter tous les 3 mois les matériels pour voir ce qui manque. Le matériel ainsi réceptionné est un appui important pour les 1030 militaires qui forment le contingent camerounais au sein de la MINUSCA, constitué dans l'ensemble de 11 650 casques bleus. C'était donc la plus grosse annonce de cette semaine avec les autorités centrafricaines qui ont dit avoir arrêté un ressortissant français en possession d'armes de guerre, présenté comme un espion et un mercenaire sur les réseaux sociaux et par certains médias. L'agent de sécurité est donc actuellement en garde à vue. Paris dénonce une instrumentalisation de l'affaire et pointe un doigt accusateur, non sans le nommer tout à fait, la Russie. Voilà donc la raison pour laquelle la thématique a été choisie cette semaine. Qu'est-ce qui se passe en République centrafricaine? La conquête de ce territoire, l'Afrique centrale par les puissances étrangères. On l'a dit, hier c'était la France, totalement chasse gardée pour ce pays de l'Hexagone. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont arrivées et qui n'entendent pas jouer les figurants, les États-Unis, la Chine et surtout la Russie. Qu'est-ce qui fait courir les uns et les autres? Voilà un mercenaire qui est interpellé. Il y a cette guerre de communiquer sur les réseaux sociaux, les doigts accusateurs, la France d'un côté, mais surtout la Russie de l'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre en République centrafricaine, en Diabaté-Madé? Mais quand vous avez un manguier qui a de grosses mangues bien mûres, il est clair que c'est tout le monde qui va lancer les cailloux. C'est ça la Centrafrique. La Centrafrique, c'est un scandale géologique. Il y a tous les minéraux du monde. Les minéraux, je prends un seul exemple, le coltan. Le coltan, c'est une combinaison de 3 minéraux. La colombanite, tantamite. On l'utilise dans les instruments électroniques de pointe, les microscopes de haute technicité, les avions, les téléphones. Vous avez vos téléphones, la centre publicité, iPhone, tout ça. C'est le coltan. Les industriels sont prêts, les multinationales sont prêtes à financer toutes les guerres, tous les bandits du monde pour aller prendre ce minerai. Et ce minerai ne se retrouve que dans 3 pays. La RDC, imaginez-vous pourquoi il y a la guerre. La République démocratique du Congo, notamment dans sa partie Est. Le Cameroun dans sa partie Est. Donc, tout le monde prédit que le Cameroun va suivre. Si la Centrafrique tombait, le Cameroun allait suivre. Parce que fondamentalement, ce minerai intéresse. Et la Centrafrique en a à profusion. A des minéraux à profusion. La Centrafrique, c'est une éponge. C'est un scandale géologique. Ils sont ultra riches. C'est pour ça que c'est une sorte de malédiction pour eux. Parce que ça intéresse tout le monde. Tout le monde vient dans la zone pour faire son marché. Et les commerçants et leurs garde-corps. Donc, les commerçants ont leurs garde-corps. Il faut dire que quand vous parlez des commerçants, vous parlez là des entrepreneurs de guerre. Oui, des multinationales qui arrivent avec les entrepreneurs de guerre. Ils vous disent, nous on veut acheter ce minerai à tel prix. Vous dites non, on refuse. Ils vous disent c'est comme ça. Ils amènent les tueurs pour s'aimer le désordre. Et ils ont fait ça en Centrafrique depuis 1960. Lorsqu'un chef d'État n'était pas d'accord avec lui, il le mettait de côté. On a vu comment Dako est parti tristement du pouvoir. On a vu comment Bokassa, ils ont porté l'empereur jusqu'à le mettre empereur. Mais l'opération Barracuda, le jour que Bokassa a eu un semblant de tropisme vers la Libye, l'opération Barracuda, c'est-à-dire, on est allé chercher David Dako, il était dans son village, dans un petit village en France, il buvait son petit vin rouge. On lui a dit, mais monsieur le chef de l'État, il dit, monsieur, c'est passé depuis. On lui a dit, non, c'est vous le nouveau chef de l'État. Il dit, comment ça? On l'a mis dans un transal, il ne savait pas, à 4 h du matin, il débarque à Bangui à 7 h. On lui dit d'aller faire le discours. Pour la petite histoire, j'ai rencontré l'homme, le journaliste, il est toujours vivant, il est là à Bangui, qu'on avait commis d'office pour aller interviewer David Dako pour son message à la nation. Donc,
Il m'a raconté dans quelles conditions Dako est arrivé, essoré, fatigué. Il ne savait pas où il était, où on l'a mené. Il était sûr que, comme le père de la nation, Boganda, était mort prétendument dans un accident d'avion, il s'est dit, c'est sûr que les Français ils veulent aussi me tuer. Et on l'a mis là. Donc vous comprenez, une fois que Dako ne servait plus à rien, on l'a balayé de revers la main, on a pris un officier, Kolimba, on lui a dit, mais assois-toi là. Mais c'était le colonel Mention, colonel des services secrets français Mention, qui était le patron à Bangui. C'est lui qui donnait les licences d'or, de diamants, licences pour l'exploitation de l'or, le diamant, le cobalt. Aujourd'hui, les Centrafricains sont des communs. Dis donc, nous on est riches et la guerre, il y a la guerre, comment? Comment peut-on faire pour purger notre pays de tous ces mécréants? Ils sont allés chercher les Russes. Les gars qui ont un vrai message, qui vous disent, nous, en contrepartie de votre or, nous, on est capable de faire telle chose. On a prouvé avec les Tchétchènes qu'on a la capacité comment dirais-je, de sécuriser une zone. Les Centrafricains leur ont fait confiance. Mais cela, ma foi, semble déplaire aux anciens partenaires de la Centrafrique, qui ne lésinent pas sur les moyens et qui nous ramènent au temps de la guerre froide. Mais une guerre froide tropicalisée, où c'est par... vous vous souvenez, RFI a sorti un message où il disait un reportage, où il disait... les exactions des mercenaires russes. Les Russes aussi, paf, ils ont ramassé, ils ont attrapé Kignolo. Ils l'ont aussi présenté, parce que c'est pas maintenant qu'on l'a arrêté, on l'a arrêté il y a peut-être 2 mois. Il était sous observation, et à Bangui, il y en a, ils sont tellement nombreux. Il faut dire que l'enquête était tout simplement en cours. Ils sont tellement nombreux comme ça. Et la grosse erreur de la MINUSCA, c'était de n'avoir pas purgé la Centrafrique de tous ces entrepreneurs de guerre qui sont connus et répertoriés. Il y avait un autre. Moi, j'ai vu Notre-Dame, la paroisse Notre-Dame de Fatima, qui a subi l'objet en 2018, en fin juillet 2018, qui a été attaqué à l'arme lourde par des inconnus. Les assaillants, heureusement, vous savez, c'était dans un contexte où il fallait légitimer l'opposition entre musulmans et chrétiens. Dire qu'en fait le problème en Centrafrique, c'est un problème entre chrétiens. Mais les musulmans ne sont pas tombés dans le piège. Parce que ce sont les musulmans qui ont sonné l'alerte et qui ont appelé l'armée. Donc quand l'armée est venue prestement et on a mis la main sur certains gars qui ont désigné leur chef, un certain Christophe Renato, qui est l'ami de Kignolo qu'on a montré dans le reportage. Et ce Renato là, c'est un gars, c'était des gars qui écument Kignolo que les uns et les autres présentent d'ailleurs comme un reporter, un journaliste. Voilà, donc on le présentait partout dans les médias. Le facilitateur, RFI, le connaisseur, on dit un expert. On dit non, Diabaté, quittez. Il y a un expert là, un expert. Vous voyez, un bandit, on présente comme un expert. On vous dit c'est un expert, il connaît l'Afrique. C'est un africaniste. C'était les théoriciens de l'Afrique. On nous écartait pour les faire parler. Et c'était à dessein. En fait, c'est qu'il fallait légitimer une thèse selon laquelle en Centrafrique, il y a une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Donc il fallait fractionner, créer un nouvel écueil. Demain, légitimer une nouvelle rébellion en disant, en fait, si les musulmans, si ces gars de Séléka se fâchent, c'est parce qu'il y a les balakas de l'autre côté qui les découpent à la machette. Or, ce n'est pas ça, c'est un problème de minerai, c'est un problème d'intérêt. Mais donc, la question qu'on voudrait se poser aujourd'hui, au lendemain, tous ces mouvements arrivent aujourd'hui avec la complicité quand même d'anciens hommes forts, entre guillemets, de Bangui. Il y a quelque temps encore, c'était l'annonce de l'entrée en rébellion de l'ancien président parti en 2013, qui est revenu, et le président du Kwanakwa, et qui est donc revenu, et qui aujourd'hui fait partie officiellement de la rébellion. Aujourd'hui, la question qu'on a envie de se poser, quels peuvent être les moyens de Faustin Archange Touadéra pour reculer cette rébellion? Et on le dit, ici on voit, c'est une guerre carrément ouverte entre la Russie et la France, qui sont désormais 2 puissances en train de se disputer, on pourrait dire, voulant se fractionner le pays. Quelle est la part aujourd'hui? Comment est-ce que Faustin Archange Touadéra, qui semble, on le dit, c'est vrai, il y a des je sais pas, des concessions, je veux dire, des promesses qui sont faites par la Russie, et il y a aussi l'allié et la France. Est-ce qu'on peut facilement tourner la page de ce genre de choses, docteur Zobo? Est-ce qu'on peut facilement aujourd'hui
mettre la France de côté, ou alors est-ce que la France peut laisser que toutes ces choses se passent facilement sur ce qu'elle considère comme sa chasse gardée? Alors, ça sera un peu compliqué de mon point de vue, parce que n'oubliez pas le contexte dans lequel on est. On est dans un contexte où on nous a vendu un modèle de développement. Un modèle de développement qui est basé sur l'atome, sur le nucléaire, sur l'industrialisation à outrance. Et malheureusement ou heureusement, les ressources de tout ce développement-là, ou alors le carburant de ce développement, est en Afrique, surtout en Afrique, y compris en République centrafricaine. Donc vous voyez donc que quand on est dans cette posture-là, il est très difficile que ceux qui arrivent au pouvoir essayent de faire des concessions, parce que c'est chaque puissance qui veut avoir le contrôle sur les ressources de la République centrafricaine. C'est la France, c'est la Russie, et dans tout cela, vous voyez bien que le pauvre Touadéra, il ne peut que faire des concessions. Alors, s'il fait des concessions avec la Russie, je vous assure que ce n'est pas le meilleur des mondes. Oui, puisqu'on est dans un monde d'intérêt. Je vous dis encore que nous ne sommes pas dans une communauté internationale. Nous sommes dans une société internationale. Parce que dans une communauté, il y a des liens, il y a des sentiments. On a une histoire commune, on a une même vision de la vie. Mais dans la société, ce ne sont que des intérêts. On est sur le marché. Marché juridique, marché économique, marché politique. Donc vraiment, dans cette configuration-là, il sera vraiment, le pauvre, il est là. Je ne sais pas. Il faut qu'il prie le bon Dieu pour que celui-là lui donne des astuces qui vont lui permettre de s'en sortir. C'est complexe, vraiment. On peut dire 50 ans après les indépendances, quand on regarde aujourd'hui la République centrafricaine, la partie la plus développée de la République centrafricaine, quand on est à l'aéroport de Bangui-Mpoko, tout est terminé. On s'est dit, peut-être après la Centrafrique, après la capitale Bangui, le reste ce n'est que le désert. Au regard de tout cela aujourd'hui, est-ce que, à regarder au lendemain de son premier mandat, il est parti pour le deuxième, Faustin Archange Touadéra, est-ce qu'aujourd'hui, le discours, est-ce qu'il n'est pas temps de partir sur des véritables bases avec les uns et les autres? On peut quand même se dire, oui, nous sommes tous là, mais la première chose que nous voulons aujourd'hui, la République centrafricaine, c'est quand même une grosse diaspora, des personnes qui partent de leur pays tout le temps parce qu'on est en train de fuir la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui viennent quand même dans ce pays-là, est-ce qu'on ne peut pas un temps soit peu enterrer la hache de guerre et permettre quand même au peuple centrafricain de souffler un peu, et marquer un peu le pas sur son développement? M. Crispo Yango. Merci Constant. Je voudrais commencer par dire que le problème de la Centrafrique, c'est son histoire, c'est son passé colonial, c'est un modèle de développement qu'on nous a vendu, qui malheureusement aujourd'hui est obsolète. Il est obsolète à plusieurs titres. Voyez-vous, dans la coopération internationale, il y a généralement ce qu'on peut dire, il faudrait que les États, le parti, soient gagnants-gagnants. Il n'est pas toujours dit que ça sera 50-50, mais au moins que l'autre partie ne se sente pas lésé, n'est-ce pas, dans cette coopération. Et voyez-vous, le fait même que la puissance coloniale en avait fait pratiquement une chambre, voyez-vous, aujourd'hui, oui, chasse gardée, aujourd'hui, les choses sont en train de se défaire. Ça prendra tout le temps. Mais je pense qu'avec la Russie, qui n'est pas venue, n'est-ce pas, pour applaudir, mais qui est aussi là dans un jeu d'intérêt, ça va se faire. Mais au-delà de cette question, il faudrait rappeler qu'il y a eu une obsolescence des guerres entre les puissances, de façon directe. Voyez-vous, aujourd'hui, la Russie se sent acculée, n'est-ce pas, sur les questions de l'Ukraine et ainsi de suite. Voyez-vous, et les États même qui œuvrent, n'est-ce pas, pour mettre la Russie au banc de la communauté internationale, entre guillemets, s'il en a une. Et là, la Russie décide maintenant de répliquer. Comment, n'est-ce pas, couper l'herbe aux pieds, n'est-ce pas, sur les pieds de ceux-là même
qui cherchent, n'est-ce pas, à la contenir. Et malheureusement, la pauvre France, qui y est peut-être avec des moyens opérationnels, militaires et diplomatiques pour pouvoir imposer ses vues, n'est-ce pas, sur un précaré, a maille à partir aujourd'hui. Parce que sur le plan économique, la Chine a tout pris. Sur le plan maintenant, il y a la Chine, il y a d'autres partenaires, les Turcs, ainsi, tout le monde veut l'Afrique. L'Afrique devient un enjeu stratégique pour tout le monde. Et voyez-vous, ceux-là même qui hier ne sont jamais allés dans une coopération gagnant-gagnant, se retrouvent dos au mur parce qu'ils n'ont pas compris que, n'est-ce pas, comment dirais-je, les stratagèmes qu'ils ont toujours eu à utiliser n'ont pas produit des résultats escomptés. Raison de plus, voyez-vous, l'Afrique, les populations africaines, du moins ceux du giron français qui ont vécu la crise, n'est-ce pas, la colonisation, en ont marre. Au Sénégal, vous aviez vu ce qui s'est passé. Au Tchad, tout récemment. Au Cameroun, je vous fais fi de 2008 de ce qui s'est passé lors des émeutes de la faim. Voyez-vous, le disque français est totalement rayé. Il est rayé. Et pour pouvoir peut-être terminer par là, la France qui aujourd'hui doit réinventer pratiquement les nouveaux rapports avec l'Afrique, cherche plutôt à parler, n'est-ce pas, à dialoguer avec une société civile, avec un mépris total pour les États. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a du répondant et la Russie en est un. Elle a du répondant, la Russie, c'est donc celui-là même qui peut également brandir ses muscles aujourd'hui et dire, bon, je suis là, mais on dit souvent, dans le cadre de la coopération bilatérale ou alors de la coopération multilatérale, il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. Aujourd'hui, l'une des choses qui marche le plus en République centrafricaine, c'est également cette guerre au niveau de l'information. On va vous dire que tel a fait ceci, et il y a quelque temps encore, on voyait sur les réseaux sociaux et que, je ne sais pas si c'est une question de coïncidence, dans ses précédents rapports, Facebook avait mis en évidence que Paris recourait à des pratiques identiques en République centrafricaine. En décembre 2020, par exemple, l'entreprise américaine avait également annoncé la suppression de 3 réseaux de trolls gérés à partir de la Russie et la France, donc un ayant des connexions avec l'armée française. C'est la guerre des communiqués, c'est désormais la guerre de l'information, comme pour dire, celui qui donnera le premier l'information aura tout simplement le contrôle sur le pays. Et bienvenue donc la manipulation. Il faut tout simplement dire que le gouvernement centrafricain, lui, aujourd'hui, a affaire à un autre type de guerre. Mais c'est même ça, le rôle des médias dans l'interaction internationale. C'est-à-dire que il faut bien manipuler l'opinion pour pouvoir sauvegarder les intérêts de l'État. C'est à ça que servent les médias internationaux qui sont implantés dans les États. Trouver les angles de traitement de l'information, si ce n'est la manipulation même de cette information pour parvenir à détourner l'opinion et à l'orienter vers une cause qui va promouvoir les intérêts de ces États mêmes. Je voudrais dire, et ça, c'est pour ne pas être d'accord avec Crispo et Yango, pour dire que ce n'est pas la Russie aujourd'hui qui est le répondant en Afrique. Dire que c'est la Russie qui est le répondant. Lui aussi vient pour, elle aussi vient pour ses intérêts. La Russie vient pour ses intérêts. C'est à l'Afrique le répondant. C'est là où je veux arriver. J'ai dit, le répondant est l'Africain. C'est à l'Africain aujourd'hui d'aller vers des coopérations qui défendent ses intérêts. Mais la question qu'on a envie de se poser, est-ce que aller vers des coopérations, vers des alliés, vers des partenaires qui peuvent défendre ses intérêts, on est ici sur un marché de gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous nous donnez? Qu'est-ce que vous nous proposez? Et qu'est-ce que vous nous faites gagner en retour? Est-ce qu'on est sorti véritablement de l'auberge quand on a ce genre de vision-là, en regardant la situation en République centrafricaine, Henri Diabaté l'a noté d'entrée de jeu, c'est une catastrophe géologique. Il y a plein de choses là-bas. Est-ce qu'un pays comme la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra est là aujourd'hui, quel que soit ce qu'il peut proposer à quiconque, est-ce que la République centrafricaine peut un jour respirer la paix? Non. Ça, c'est la question qu'on se pose. Non, permettez que je quel que soit le partenaire. Constant, allez-y. Avant que Henri Diabaté ne dise quelque chose là-dessus, je voulais vous dire que vous voulez qu'on fasse quoi?
la Centrafrique, qui produit tous les minéraux qu'Henri Diabaté a cités là, quelles sont les industries implantées en Centrafrique qui sont capables de les transformer? Mais nous sommes une terre fertile qui va produire pour vendre aux autres. Pour l'instant, il faut s'en tenir à ça. Il faut s'en tenir à ça. C'est comme ça. On a du pétrole que les autres vont exploiter. On a les minerais que les autres peuvent transporter. C'est par là qu'on va commencer à faire du business. Mais là, il faut donc aller attraper, comme le dit souvent, un patriarche africain, aller chercher la technologie et la ramener. Mais est-ce qu'il est capable aujourd'hui de déployer la technologie? C'est un autre débat. On l'a même prise ailleurs. Est-ce qu'il est facile de la déployer ça, c'est un autre... Quand on fait face à ceux-là même qui sont là tout simplement pour prendre et mettre le feu. Henri Diabaté. Je l'ai toujours dit. Et je suis constant dans ce que je dis. Je dis ceci. Le problème de la sécurité est au cœur de la destinée de l'Afrique. Quand on voit l'Europe, on n'a pas... Ne croyez pas que l'Afrique est un élément externe de la science politique. Regardez comment l'Europe s'est faite au lendemain de la guerre. Les Européens ont dit plus de guerre entre nous, mais ils ont regardé, ils se sont dit que, les gars, on doit créer quelque chose qui nous rattache. Cette communauté d'intérêt, c'était quoi? C'est le cartel du charbon et de l'acier. Le marché de Rome qui va préfigurer de l'Union européenne. 1953. Les gars créent le cartel du charbon et de l'acier, la CECA. C'est ça, c'est là. Ils se disent, on doit contrôler le charbon et l'acier. C'est la base de l'industrialisation. Donc c'est l'argument économique qui va ramener, qui va mettre les gens entre eux, qui va solidifier les liens entre eux. C'est la même chose pour les États-Unis. Lorsque les commerçants des 13 colonies, luttant, se rébellant contre l'impérium anglais qui leur oblige, qui leur dit il faut désormais participer aux frais, créer de nouveaux impôts. Les gars disent que non, on ne participe pas. Ils jettent à Boston les sacs de tabac à la mer. C'est ça qui va, c'est l'impératif économique, la survie économique qui va solidifier le lien politique. L'Asie, c'est la même chose. Le véritable fondamental chez nous, l'objectif fondamental pour les Africains, je prends 3 pays. Le Cameroun, la Centrafrique, la RDC peut se dire, on forme le cartel des produits minéraux. Pour l'instant, on va d'abord créer des écoles, on va créer une armée pour pouvoir résoudre, pour nettoyer, pour sécuriser nos zones. Et ça, on va étendre ça à toute la CEMAC. À toute la CEMAC. Ne comptons pas sur les autres. Comment peux-tu compter sur quelqu'un dont la sécurité est tributaire de ton insécurité? Et je pense que c'est là la prochaine, ce sera l'un des sujets à la une de la prochaine édition. On va parler, qu'est-ce qui coince pour que l'Afrique, aujourd'hui on a l'Union africaine, qu'est-ce qui coince pour que l'Afrique ne puisse pas avoir sa part d'armée d'interposition? Comme on a par exemple le cas avec les casques bleus. À une certaine période encore, on a entendu parler sur le continent des casques blancs. Les casques blancs qui étaient donc formés avec les Comores, la force multinationale de l'Union africaine, notamment avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, avec devant l'armée nigérienne avait son contingent de plus de 3000 hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, et ça c'est la question pour sortir, chacun va dire un mot, est-ce qu'aujourd'hui au regard de ce qui suit, l'Union africaine est très vite partie pour venir avec le message de conciliation, mais aujourd'hui on se dit, avant de venir avec la conciliation, il faut aussi venir avec les armes de sécurisation. Les armées africaines, au cours de ces dernières années, se sont quand même développées, se sont modernisées. Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir une véritable force africaine? On a parlé à un certain moment de la force de l'Union africaine avec, je voudrais parler avec le général qui a assuré la transition, j'oublie un peu le nom, qui a assuré la transition du côté de Guinée-Conakry, du moment de Camara, Sékouba Konaté. Je voudrais bien savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette force africaine qui était véritablement attendue. Le siège était prévu pour être à Douala du côté du génie militaire. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent tout simplement. C'est le nerf de la guerre. Quand il n'y a pas d'argent, ça ne sert à rien. Il faut qu'on unifie nos forces. Et je prends toujours les exemples des autres pour que les Africains comprennent. L'Asie qui est autour de la Chine, là,
les dragons qui en Asie n'auraient pas pu exister si le parapluie chinois n'avait pas été là. Très bien. Le parapluie militaire chinois. L'Europe n'aurait pas pu exister si le parapluie de l'OTAN n'était pas là. L'Afrique ne peut pas exister si militairement on n'existe pas. Il y a donc 3 pays aujourd'hui qui sont carrément ciblés. C'est la République démocratique du Congo, c'est la République centrafricaine, c'est le Cameroun. Les 3 peuvent-ils commencer? Moi je dirais manque de visibilité et manque d'argent. Quand on peut vous dire il y a quand même ces détournements. Quand on peut vous dire que l'Union européenne finance l'Union africaine, vous vous attendez à quoi? Quand on va vous dire que Air France finance Cameroun Airlines, vous vous attendez à quoi? Alors qu'ils sont tous sur un même terrain de tous sont des compagnies aériennes. Vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous vous attendez à quoi? Alors, est-ce qu'il n'est pas temps que le Cameroun et les autres là essayent quand même de faire quelque chose? La République centrafricaine, c'est le gros enjeu aujourd'hui. Au même moment, la République centrafricaine est un peu troublée, connaît des troubles, connaît des tensions, et puis le voisin ne peut pas dormir en paix. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire quelque chose? Le voisin ne dort pas en paix, et je crois même que le voisin fait déjà beaucoup de choses. Il faut seulement voir le nombre de militaires camerounais qui sont en Centrafrique, au Tchad et partout où il y a des problèmes. Parce que s'il y a le problème chez le voisin, après le voisin c'est chez toi. Donc le Cameroun peut faire quelque chose, et le Cameroun est déjà en train de faire quelque chose. Peut-être que avec le temps, avec tous les mois, si jamais on a plus de moyens, que ce soit les moyens humains, les moyens logistiques, on pourra faire mieux. Mais pour l'instant, il ne faut pas négliger ce qui est déjà en train de se faire sur le terrain. Il ne faut donc pas négliger ce qui est en train de se faire sur le terrain. La sonnette d'alarme est donc ainsi sonnée, ou alors tout simplement l'alerte est donnée. Il faudrait donc que les Africains, au moment où on cumule pratiquement 60 années d'indépendance, que les uns et les autres repensent les nouveaux modèles de développement, les nouveaux modèles de sécurisation, fassent peut-être des joint ventures dans le cadre de la sécurisation de leurs frontières, de leur pays, de façon mutuelle, et la mutualisation des forces pour un peu sortir de l'ornière, savoir un peu ce qu'on fait avec les partenaires qui arrivent, mais surtout garder un œil ouvert sur les entrepreneurs de guerre. C'était la Tribune du Continent, édition du 15 mai 2021, avec nous en plateau pour parler des 2 thématiques majeures, la transition politique au Tchad, avec les sorties cette semaine du président Mahamat Idriss Déby Itno au Niger, et puis son émissaire qui est arrivé au Cameroun. Rappelez donc que nous sommes là, véritablement nous avons besoin de nous les uns les autres pour la sécurisation, la stabilisation de nos pays. La République centrafricaine, on en a parlé, ce pays qui est donc une catastrophe géologique et qui malheureusement subit les affres tout simplement de la bonté de Dieu. Parce qu'il faut le dire ainsi, le pays est béni, mais malheureusement, il est aussi maudit par ses ressources, parce que les uns et les autres qui arrivent, non pas pour le développement du pays. Le pauvre Faustin Archange Touadéra, jusqu'où pourra-t-il aller? Que pourra-t-il faire pour être ce pays au centre de l'Afrique? C'était la question, donc les questions au centre donc de cette édition. Avec nous, Crispo Yango, expert en contentieux international, à qui nous disons merci d'être venu. Vincent Debiembok, à qui nous disons également merci d'être venu. Il est expert en communication. Vous allez certainement le retrouver sur notre plateau qu'il anime le dimanche. Ce sera demain à partir de 8 h avec Lavoisier et Sama dans le cadre de la rétrospective du week-end. Et puis, il y a eu avec nous le docteur Zobo Andelan Eric, qui est docteur en droit international, doctorant en relations internationales. Il est donc à l'IRIC, l'Institut de relations internationales du Cameroun. Et puis avec nous, il a toujours été là, toujours répondu présent à notre appel, Henri Diabaté Mandin. Il est journaliste historien et en même temps, il est consultant. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir. Nous souhaitons de passer des bons moments en continuation donc, de nos programmes. Binous One, le Tam Tam du continent, c'était un plaisir. Bonsoir.